Bonjour à tous et bienvenue. Donc c'est parti pour une heure de webinaire. Donc on est ravis aujourd'hui de vous présenter avec Dorothée notre cadre d'analyse qui permet de mieux tirer parti de la pluralité des individus pour nourrir les processus d'idéation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va se présenter rapidement. Si ça te va, j'enchaîne, Dorothée. Donc, Marie Boimont, je dirige donc l'expertise Retail and Consumer Goods au sein de BVA Excite. Donc, mon équipe regroupe à la fois des experts Quanti et Quali, et on accompagne donc nos clients sur des problématiques à la fois opérationnelles, comme des shoppers, ou alors ou également sur des problématiques plus stratégiques, des brand trackers ou des segmentations. Et moi, je suis Dorothée Kopp, je suis à la tête de la recherche et de l'innovation chez Uptowns, qui est un cabinet incubé par BVA et qui s'occupe d'analyser les transformations culturelles au prisme notamment de l'ethnographie digitale, qui est notre méthodologie. Donc, on va aller analyser les comportements, les attitudes, les discours des internautes, notamment sur les réseaux sociaux que sont TikTok et Instagram, afin de venir détecter et analyser les grands courants de transformation culturelle. Du coup, en quelques mots, donc pour vous présenter The BVA Family et BVA Excite. Donc, au sein de The BVA Family, donc nous avons 3 pôles d'expertise. Le premier, c'est donc le volet Insight, dont l'objectif est de vous aider à comprendre les individus et dont BVA Excite fait partie. Nous travaillons également en étroite collaboration avec PRS InVivo, que vous connaissez déjà bien pour leur expertise sur le pack, l'innovation et également les tests de produits. Le pôle Insight s'appuie également sur le pôle Data pour transformer vos data en action, et également sur le pôle Consulting pour aller jusqu'à l'activation du changement dans votre entreprise. BVA Family est également résolument tourné vers l'innovation, et nous avons d'ailleurs eu de nombreux prix au trophée des études et innovations, et notamment avec Uptowns, qui fait partie donc des startups que nous incubons, comme l'a dit Dorothée. Qui dit BVA Family dit sciences comportementales. Donc nous sommes pionniers et leaders dans l'application des sciences comportementales. Et c'est d'ailleurs à ce titre que nous organisons The Human Advantage Conference depuis 3 ans. Voilà, on ne va pas en parler en détail aujourd'hui, mais si vous avez des questions à ce propos, n'hésitez pas. Donc, grâce à notre connaissance des sciences comportementales, nous savons que nous ne sommes pas donc des homo economicus rationnels, mais des êtres humains qui prennent la plupart du temps des décisions très rapides pour économiser leur énergie. Donc, nous veillons dans nos approches donc à bien comprendre quels sont les facteurs justement d'influence réels qui pèsent dans le comportement de décision des individus. Et d'ailleurs, le cadre d'analyse que nous vous présentons aujourd'hui prend en considération plusieurs biais cognitifs, comme par exemple l'importance du contexte dans nos décisions, mais également l'importance des habitudes et des intuitions. Au-delà de notre expertise donc dans l'application des sciences comportementales, ce qui nous caractérise chez BVA Excite, c'est notre expertise dans l'analyse des expériences, ce qui nous permet donc de décrypter les complexités et les multiples tensions des individus pour éclairer ensuite vos décisions et vous permettre donc de vous mettre en action. Donc, je vous ai parlé, on vous a parlé d'individus pluriels dans l'invitation et à l'introduction. Vous êtes peut-être dit qu'est-ce que ça veut dire finalement individu pluriel. En fait, nous sommes tous finalement la somme des différents rôles que nous endossons tous. Par exemple, je suis à la fois une employée de BVA Excite, donc qui vous présente aujourd'hui ce webinaire, mais je suis également une utilisatrice, une citoyenne utilisatrice donc des pistes cyclables lyonnaises, ou encore une citoyenne donc qui agit comme elle le peut pour un meilleur futur, et enfin une consommatrice parfois engagée, parfois pressée, parfois économe. Ça dépend un peu des jours et du contexte. Voilà, cette somme de rôles, du coup, finalement, elle nous soumet tous à des tensions, parfois contradictoires, et qui impactent nos processus de choix et nos comportements. Et donc, chez BVA Excite, on est convaincu que cette apparente complexité représente finalement une opportunité pour les marques qui activent donc les leviers de cette pluralité, et notamment dans leur processus d'innovation. Chez BVA Excite, on a donc développé un cadre d'analyse qui permet de couvrir toutes les facettes donc de la pluralité des individus et de travailler ainsi toutes les tensions lors de l'exploration. Sans entrer dans le détail, on a donc identifié 6 différents individus facettes que nous pouvons injecter dans toutes nos analyses, et c'est ce qu'on fera aujourd'hui.
Donc le premier individu, c'est l'actif travailleur, avec toutes les notions donc qui sont liées à ce statut de travailleur, y compris les notions d'équilibre pro-perso. On a ensuite le citoyen, avec les notions donc de solidarité, liberté, etc. On a ensuite l'espèce humaine qui donc va s'interroger sur les éléments liés au dérèglement climatique, à la biodiversité, etc. On a donc l'être vivant et les éléments donc liés à la santé et au corps, le consommateur auquel on s'intéressera notamment aujourd'hui, et l'homo economicus qui donc va aussi prendre en compte les éléments liés au pouvoir d'achat et au maintien des emplois également. Ce cadre d'analyse donc de l'individu pluriel de BVA Excite, ainsi que notre expertise sectorielle, ils nous ont permis donc de transcrire ces facettes en une liste de 22 besoins préexistants lors de nos choix en grande consommation et plus précisément lors de nos choix de repas. Ces 22 besoins, ils couvrent 6 registres de besoins de l'individu pluriel qu'on vous présentera un peu juste après. Donc pour le use case donc qu'on va vous présenter aujourd'hui, on a interviewé donc un échantillon national représentatif donc de 1000 Français à qui nous avons posé donc des questions sur leur repas du midi, du soir et éventuellement aussi sur leurs encas nocturnes sur les 4 derniers jours, un samedi, un dimanche, un lundi, un mardi. Et on s'est intéressé vraiment aux repas effectivement pris les 4 derniers jours pour bien prendre en compte le contexte et se baser sur des comportements réels, se rapprocher voilà, au plus proche de la réalité de leur comportement. Donc notre analyse de ces 8000 repas nous a permis donc d'identifier des tensions plus ou moins satisfaites et ensuite on a pu réaliser une segmentation donc des besoins qu'on a identifiés lors de ces repas pour pouvoir identifier donc des aires d'opportunité. Ensuite, le travail de Dorothée commence ensuite pour explorer donc les besoins et les territoires d'expression de ces aires d'opportunité. Et aujourd'hui, donc Dorothée vous présentera le type d'analyse possible via donc de l'ethnographie digitale. Mais c'est vrai qu'on peut également mener ce travail d'ethnographie via du Cali à domicile ou en magasin. Voilà, et donc in fine, donc ce cadre d'analyse permet de nourrir votre réflexion et de vous accompagner donc vous accompagner dans la transcription de ces insights en plateforme d'innovation. Donc si ça vous va, je vous propose de rentrer donc dans le vif du sujet avec donc quelques insights qu'on a pu tirer de cette étude exclusive donc pour laquelle je le rappelle, on a interviewé donc 1000 Français sur leur repas de façon assez large. Voilà, bien évidemment, ce cadre d'analyse s'adapte ensuite évidemment aux besoins spécifiques de nos clients. Mais voilà, l'idée, ça reste toujours d'investiguer les besoins à plusieurs moments de consommation pour avoir des éléments vraiment précis et en contexte de consommation. Voilà, comme je vous le disais un peu plus tôt, notre cadre d'analyse propriétaire de l'individu pluriel a été adapté au secteur alimentaire. Donc ici, vous pouvez voir donc les 6 facettes de l'individu pluriel qui ont été transcrites en 6 registres de besoins associés, avec quelques ajustements pour mieux répondre aux enjeux de la grande consommation. Par exemple, vous pouvez voir que voilà, l'individu citoyen et l'espèce humaine ont par exemple été regroupés dans le registre de besoins autour de la RSE. Alors que les besoins de nutrition, finalement, ils peuvent à la fois parler à l'individu consommateur qui va être en quête de satiété et à l'être vivant qui va être plutôt en recherche de produits sains. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir que ce registre besoin est finalement un peu entre les deux. Alors, avant de vous révéler quelques résultats, d'après vous, je voulais dire, vous avez un petit peu travaillé, pas beaucoup, quel est le besoin qui ressort en premier à chaque repas, d'après vous, parmi les suivants? Donc, est-ce que c'est plutôt dépenser peu, faire simple, ah, voilà, ça s'affiche, consommer des produits qui ont bon goût ou rémunérer les producteurs à leur juste prix? Bon, du coup, je vous propose de vous révéler la réponse. Je vois que beaucoup de gens, comme moi je le pensais d'ailleurs, ont répondu consommer des produits qui ont bon goût. Et non, c'est finalement le faire simple qui est ressorti comme le besoin finalement numéro 1, quel que soit le repas, et bien devant justement la gourmandise ou l'économie. Et bon, ne parlons en effet pas de la juste rémunération des producteurs qui n'apparaît pas et qui était en effet
dans les derniers critères, les derniers besoins finalement lors des critères de choix. Bravo du coup aux 38% de personnes qui ont quand même trouvé la bonne réponse avec faire simple. On a pu également donc identifier les tensions au sein des repas, puisqu'on voit que chaque repas répond en moyenne à 3 besoins. Mais ce qui est intéressant surtout de voir, c'est que les individus pluriels alternent surtout leurs besoins entre les repas. C'est-à-dire que la plupart des besoins, on a pu le constater, sont exprimés seulement à 1 ou 2 repas parmi les 8 repas qu'on a investigués. Donc l'analyse des 8 repas nous a permis donc d'identifier quels sont les besoins qui sont récurrents et quels sont ceux qui sont plus volatiles. Donc la simplicité qu'on voit ici tout en haut à droite, je ne sais pas si vous voyez ma souris, je suis pas sûre, voilà, apparaît logiquement comme le besoin le plus représenté et le plus stable, c'est-à-dire le plus récurrent sur l'ensemble des 8 repas. En revanche, certains besoins comme la gourmandise, par exemple, qu'on voit plutôt vers le bas du mapping, sont des besoins plus volatiles. Ce sont des besoins assez communs, finalement. Plus ils sont à droite, plus ce sont des besoins communs que pas mal de personnes ont sélectionné. Mais ils sont peu récurrents, c'est-à-dire qu'ils sont cités à 1 ou 2 repas sur les 8. C'est ce qu'on voit, donc voilà, en effet, en bas du mapping. Voilà, et d'autres besoins comme le fait, par exemple, d'éviter les allergies, que l'on voit ici tout à gauche en violet, sont des besoins finalement assez peu communs, peu de personnes sont concernées, mais récurrents auprès des personnes qui sont concernées. Je vous propose de passer à la suite. L'enjeu ensuite, donc, c'est d'identifier quels sont les besoins qui sont satisfaits et ceux qui le sont moins. Pour mener cette analyse, on s'est également appuyé sur notre outil propriétaire Clarity, qui utilise la puissance des algorithmes de l'IA pour analyser ensuite les résultats sur des cibles fines. Clarity calcule finalement des combinaisons multivariables les plus significatives et impactantes pour vous aider ensuite à la priorisation des actions à mener. Dans notre cas, nous avons pu voir que les résultats du midi, les repas du midi pris seuls, pardon, j'ai oublié de passer la slide. Voilà, les résultats, ça nous a permis de voir que donc les résultats, les repas du midi pris seuls sur le pouce et avec le besoin de faire vite, finalement étaient très largement les plus insatisfaisants. Ça paraît finalement peut-être assez logique, ça ressemble pas mal à mon repas de hier midi. Je ne sais pas si toi aussi, Dorothée. Mais ce qu'on peut voir aussi, ça nous permet aussi d'identifier des combinaisons de besoins qui sont particulièrement insatisfaisantes et qui sont peut-être un peu moins évidentes. Par exemple, on a pu identifier que le besoin de faire vite et d'avoir de l'énergie, c'était la combinaison finalement de besoins la plus insatisfaisante. Donc ces premières analyses nous ont permis d'identifier la diversité des besoins exprimés par les Français pour leur repas. Mais pour mieux appréhender cette pluralité des besoins et identifier des aires d'opportunité, nous avons également réalisé une segmentation des repas en fonction des besoins. Donc, je ne vais pas vous présenter en détail chacun des 7 typologies de repas que nous avons identifiées, mais donc, comme vous pouvez le voir ici, donc il y a 7 typologies de repas avec des besoins composites qui ont pu ressortir de notre analyse. Donc chaque carré coloré représente un besoin majeur pour chaque typologie de repas. Pour rappel, donc nous avions une liste de 22 besoins regroupés en 6 registres, et donc les nuances de couleurs représentent ces 6 registres de besoins. Pour que vous compreniez mieux, si on regarde plus en détail, donc une des typologies de repas qui est donc les repas du type minimaliste, par exemple. C'est d'ailleurs la typologie de repas la plus importante, puisque 63% des Français interviewés ont consommé au moins un repas du type minimaliste. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que y a 3 besoins principaux qui font partie donc du registre de l'efficacité. Donc, c'est les besoins qui sont dans ce dégradé de rouge. Donc, le besoin de faire simple, de faire pratique et de faire vite, c'est vraiment ce qui constitue en majorité donc cette typologie de repas. Mais on voit que cette typologie de repas minimaliste, elle doit également répondre à un besoin de nutrition, qui est le fait de manger léger, et également à un besoin d'économie, le fait de dépenser peu.
Si on revient donc aux 7 typologies de repas, on peut voir via la diversité des couleurs que certaines typologies de repas recouvrent une grande diversité de registres de besoins quand il y a donc beaucoup de couleurs sur chaque carré, alors que d'autres finalement typologies apparaissent plus simples, plus monochrones, comme c'était le cas d'ailleurs du repas minimaliste qui, comme son nom l'indique, est une typologie de repas plutôt simple. Alors que d'autres typologies de repas, voilà, comme par exemple le plaisir sain, qui est donc en dessous, qui est beaucoup plus coloré, doit répondre donc à de nombreux registres besoins de l'individu, comme la nutrition, la santé, le plaisir et la RSE également, avec ce petit carré en haut à droite. Donc, afin d'identifier les aires d'opportunité, on a ensuite regardé quelles étaient les typologies de repas qui satisfaisaient le moins bien les attentes. Et donc, on a croisé finalement le niveau de satisfaction, que vous pouvez voir donc vers le haut, avec donc le nombre de besoins auxquels la typologie de repas répond, afin de voir si les typologies de repas finalement les plus plurielles étaient les plus insatisfaisantes. Alors, à nouveau, une petite question. D'après vous, quels sont les types de repas les plus insatisfaisants? Est-ce que ce sont plutôt ceux qui recouvrent une multiplicité de facettes ou plutôt les typologies de repas plus simples avec un peu moins de facettes, beaucoup moins de besoins différents? Alors, c'est bon, je pense qu'on a tous les votes. Et bravo, vous avez en effet trouvé la bonne réponse. Les typologies de repas simples, c'est ce qu'on a pu voir en tout cas dans ce use case. Ça nous a, nous, plutôt surpris. C'est finalement les typologies les plus plurielles qui sont finalement les mieux comblées. Alors qu'à l'inverse, les repas minimalistes et les repas les plus simples sont finalement les moins satisfaisantes. On va faire un zoom sur le repas Boost réconfortant qui nous a semblé, la typologie de repas Boost réconfortant qui nous a semblé intéressante puisque il présente une équation finalement nutrition, efficacité, réconfort non résolue. Donc comme tout à l'heure pour la typologie minimaliste, je vous propose de regarder à quel point, quels sont les besoins finalement qui composent les repas du type donc Boost réconfortant. Donc, on voit ici que cette typologie de repas regroupe des besoins de nutrition, comme le fait d'être rassasié, d'éviter la faim, d'avoir de l'énergie également. Des besoins d'efficacité, comme le fait de faire simple et de faire pratique. Et on voit également que cette typologie de repas, il s'agit également donc de repas pour lesquels il y a un besoin également de plaisir qui ressort pour décompresser et se réconforter, mais également le fait de dépenser peu. Et donc, comme je le disais, on voit que c'est une typologie de repas qui est finalement assez insatisfaisante par rapport aux attentes. On peut également donc mieux comprendre, une fois qu'on a compris donc voilà quels sont les besoins qui regroupent cette typologie de repas, on peut également mieux comprendre qui consomme cette typologie de repas et comment. Donc, je vous propose encore un petit quiz. D'après vous, qui consomme le plus de repas de la typologie Boost réconfortant? Et donc, bravo aux 33% des gens qui ont donc trouvé que c'était les 18-24. Un peu plus de personnes ont cité les 35-49. En effet, les familles qui auraient pu avoir besoin de boost réconfortant. Et d'ailleurs, c'est la deuxième tranche d'âge, hein, donc bravo également. Mais voilà, c'est vraiment les 18-24 qui sont ressortis comme la tranche d'âge qui consomme donc le plus ce type de repas. Mais on voit quand même en effet que toutes les tranches d'âge sont quand même représentées. Un peu moins, en effet, les 65 ans et plus tout de même. Donc, nous avons également, bien entendu, des éléments donc, sur le contexte du repas et ce qui est le plus consommé en détail. Par exemple, on a pu voir que cette typologie de repas était plus consommée seule et également davantage sur une table basse ou sans table, sur le canapé, par exemple. Voilà, et donc une fois que nous avons donc pu identifier les besoins en tension et donc des potentielles aires d'opportunité grâce à notre segmentation, l'ethnographie donc permet ensuite d'aller explorer le territoire d'expression de cette tension. Et donc je te passe donc la main, Dorothée, pour illustrer donc ce territoire d'expression des repas Boost réconfortants donc au travers de l'exemple de l'enfant moi. Merci beaucoup, Marie. Effectivement, l'ethnographie digitale va venir permettre d'apporter
des observations de comportement, de gestuels, des ingrédients et les discours qui vont avec, parce que nous, on va se baser sur des contenus, sur un terrain en fait d'analyse qui est principalement de la vidéo aujourd'hui, grâce à TikTok, mais aussi les Reels Instagram, ce qui nous permet d'avoir une approche assez riche et assez fine de nouveaux comportements et des discours qui sont portés sur ces nouveaux comportements. L'ethnographie digitale aussi, l'avantage, c'est de pouvoir avoir accès, et j'ai vu des questions dans le chat, à des terrains d'analyse internationaux assez facilement, parce que derrière nos ordinateurs, on peut paramétrer nos recherches pour aller piocher ou focaliser nos recherches sur des terrains géographiques particuliers, le UK par exemple, mais aussi l'intégralité de la sphère européenne, on va dire, ainsi que les États-Unis, qui sont vraiment nos deux terrains culturels de compréhension fine. On a des partenaires pour approcher de manière fine et granulaire les terrains plus asiatiques également. Alors, on va travailler sur la question de nous, ce qu'on appelle l'enfant-moi, mais qui vient correspondre en fait en termes d'alimentation et de repas notamment à ces repas, à ces mix de besoins du boost réconfortant. Ce qu'on appelle l'enfant-moi, c'est la valorisation de l'enfant dans l'adulte, qui est un courant culturel en fait que nous on observe depuis notamment 2020. Dans l'alimentation tout particulièrement, c'est là qu'il s'exprime le plus fortement, mais il va s'exprimer aussi dans les recherches vestimentaires, dans même la décoration et même les pratiques culturelles et de loisirs. Donc depuis 2020, et pourquoi 2020 c'est important, c'est notamment ces confinements, les signaux qui tendent vers le réconfort, le cocon, les tentations régressives, la nostalgie ont progressivement gagné en puissance et sont désormais exprimés par toutes les communautés qui parlent d'alimentation en ligne. En 2020, c'était une émergence, aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui s'est diffusé dans la culture un peu plus générale. L'enfant intérieur, on en parle beaucoup d'ailleurs sur les réseaux sociaux, de cette question psychologique de l'enfant intérieur, il va s'exprimer publiquement et il est même valorisé socialement, notamment par les grands chefs. On voit cette image au milieu, c'est le grand chef pâtissier du Ritz qui a fait toute une collection il y a 1 an ou 2 de pâtisseries qui étaient liées à ses souvenirs d'enfance. Donc, on voit des marbrés, des madeleines, des reconstitutions de petits écoliers même en haute pâtisserie. Donc, depuis 2020, nous, on collecte les signaux qui convergent vers la valorisation de l'enfant dans l'adulte en observant notre méthode, c'est comme ça qu'on l'a construit. On observe d'abord ce qu'on appelle des culture shapers, c'est-à-dire un panel de comptes, où derrière ces comptes, il y a des personnes qui préfigurent des nouveaux comportements parce qu'ils sont en avance de phase sur la population générale. Donc, on va établir un mix de foodistas qui sont en recherche de tendance, mais aussi de jeunes chefs et de chefs pâtissiers notamment qui sont dans une recherche permanente, des adeptes de nouveaux régimes alimentaires un peu radicaux, mais aussi des photographes culinaires, des artistes qui vont alimenter de leur perception de l'air du temps notre détection de tendances et de nouveaux comportements émergents. Et dans ce panel, on va avoir des Français, mais aussi des Américains, des Coréens, des pâtisseries coréennes. Ça va nous permettre de suivre un petit peu la diffusion internationale de ces comportements et de ces cultures alimentaires. Donc une fois qu'on a collecté ces signaux, on va aller les explorer sémantiquement afin de percevoir aussi leur pénétration dans une population plus générale et de comprendre comment ça s'exprime, comment ça passe en fait du grand chef à Madame tout le monde qui va vouloir soit recopier ce qu'elle a vu dans Top Chef parce que Top Chef et Grand Pâtissier etc. qui sont encore des sphères d'influence très fortes, soit voilà se caler dans l'air du temps et utiliser de nouveaux ingrédients ou de nouveaux pratiques. Donc, je vous propose d'ouvrir quelques-unes de ces fenêtres sur ce concept d'enfant-moi. On va le faire ensemble. Donc, la première expression de cet enfant-moi, c'est l'enfant forever. Il va s'exprimer par un besoin décomplexé d'objets transitionnels. Ce qu'on appelle objets transitionnels en psychologie, ce sont les doudous que vos enfants, nos enfants utilisent pour accepter la séparation, en tout cas faire un objet entre la fusion du parent et l'extérieur. Et là, on est exactement dans ce type d'objet où l'objet transitionnel de l'enfant forever, il va servir à sortir de son cocon rassurant, de son chez-soi généralement, et pouvoir affronter le monde extérieur. Et ce doudou, en termes d'alimentation, il va venir s'exprimer dans ces grandes boissons qu'on voit à la main des jeunes gens, des adolescents et des jeunes gens,
qu'ils les tiennent à la main toute la journée. Donc c'est des grandes boissons, froides ou chaudes selon la saison, assez régressives dans leur composition et leur saveur, qui viennent adjoindre du dessert notamment, et parfois même dans les bubble tea, on va avoir des contrastes de texture, etc. Donc ce sont des boissons qu'on tient à la main, qu'on emporte dans des mugs isothermes ou dans des objets qui eux-mêmes sont recherchés pour leur esthétisme, on va dire. On va les sussauter tout au long de la journée. Donc là, on voit le lien avec la régression. Et le geste, l'objet, la boisson, tout est régressif. On va aussi noter, au-delà de ces grandes boissons, de la comfort food à emporter, des nouvelles pratiques, et même des nouvelles manières de dénommer ces pratiques, comme l'emotional support snack, comme on peut le voir à gauche. Là, ce sont des stickers, par exemple, qui viennent confronter cette idée. Toujours dans son sac à main pour pouvoir affronter des moments difficiles ou des moments de stress ou de difficulté ou de coups de fatigue, on va dire. On voit aussi, grâce à nos perceptions en ethnographie digitale, le fait d'avoir des snacks toujours à disposition dans les tiroirs de son bureau. On va s'équiper d'encas pour affronter des situations difficiles. Donc, faire perdurer ces comportements associés à l'enfance. Donc, ce comportement, c'est l'objet transitionnel. Donc, on le fait perdurer dans l'alimentation. C'est une manière de rechercher une forme de repli rassurant qui permet de mettre à distance, parfois uniquement temporairement, mais à plusieurs moments dans la journée, c'est ça qui est important en termes de moments de consommation, les responsabilités, les inquiétudes et les obligations du monde adulte. Notre deuxième expression de cet enfant intérieur, c'est l'enfant garou. L'enfant garou, c'est celui qui vient émerger à la nuit tombée, au moment où les adultes et les parents viennent relâcher la pression éducative et les obligations du paraître qui sont propres à leur rôle d'adulte dans la journée. Donc là, on vient faire un moment de relâchement entre jour et nuit. Et nous, on observe beaucoup ces comportements émergents en termes de relâchement nocturne, d'encas nocturnes qui viennent même se valoriser en ligne. Et là où avant, c'était plutôt des comportements honteux, cachés, culpabilisants. Là, aujourd'hui, il y a toute une manière de le valoriser dans son identité. Et il s'agit alors de se faire plaisir sans effort, même si ça rentre en tension avec des idéaux et des normes du bien manger. Et c'est ça qui est toujours intéressant. Donc, on voit un relâchement nutritionnel qui vient s'accompagner d'un relâchement ou d'une transgression volontaire sur les manières à table, les manières de manger. Donc, on va parler de plateau télé qui est composé de snacks sans cuisson et parfois même composé de desserts, de goûter ou de desserts des enfants qu'on vient leur piquer pour se faire son propre plateau télé. Des restes, du grignotage compulsif, manger de la glace à la fourchette sur son canapé comme la vidéo de gauche. Donc, on vient vraiment inventer des manières un peu transgressives de manger avec les doigts sur le canapé, dans le lit, devant un écran et un journal. Et là, Marie, toi, tu as pu quantifier ces comportements. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est un comportement enfant-garou qu'on a pu donc observer aussi dans notre approche quantitative. On voit que 19% des personnes donc qui ont consommé donc finalement un repas de type boost réconfortant, donc finalement qui sont assez proches de ce comportement enfant-moi. Ils ont donc consommé en effet au moins un encas nocturne, sur les 4 journées investiguées. Et on voit que ces encas nocturnes sont également plus réguliers par rapport aux autres personnes interviewées et qui sont très proches finalement en termes de comportement par rapport à ce que tu as pu nous présenter, Dorothée. On voit que donc les encas nocturnes consommés, ils sont consommés principalement par gourmandise, par faim, mais aussi pour décompresser, se réconforter, également aussi un peu par ennui. On voit que ce sont la plupart du temps donc des encas sucrés qui sont consommés et on retrouve le comfort food que tu as pu évoquer. Tout à fait. Et tous ces comportements-là viennent s'inscrire dans un courant un peu plus large, en tout cas la pratique émergente et montante des encas nocturnes, notamment en France. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus développé depuis plus longtemps, mais ça se développe en fait en France de plus en plus. Ça vient s'insérer dans un courant culturel de déconstruction des normes sociales et nutritionnelles qui sont appliquées au repas. Et ça, c'est un courant qui dure, qui a commencé à être analysé dans les années 70. Donc, je n'invente rien, mais en fait, il prend de nouvelles formes. Et c'est ça qui nous intéresse, nous, en termes d'innovation derrière. C'est quelle forme prend cette déconstruction de repas. Ça s'exprime par l'apparition de nouvelles normes et de nouvelles formes de repas, d'ailleurs. C'est pas juste un abandon de toutes les normes et formes, c'est qu'on va changer ces normes et formes de repas.
Elles viennent s'exposer notamment sur les réseaux sociaux, soit de manière très démonstrative avec des hashtags associés comme Netflix and Chill, que vous connaissez peut-être, Girl Dinner qui a fait le buzz l'été dernier et qui continue à être très utilisé aujourd'hui, ou en France, on va retrouver sous le terme de repas de la flemme, le hashtag repas de la flemme, qui est assez puissant, qui a émergé au moment des confinements et qui depuis est devenu vraiment une sorte de mouvement une typologie de repas étudiants assez particulier. Ou ça peut s'exprimer de manière plus souterraine au détour de vidéos qui parlent de tout à fait autre chose. On va voir des gens ou des jeunes gens généralement qui prennent leur repas devant un écran, devant notamment leur téléphone quand ils sont tout seuls. Et on voit notamment que ce sont les repas solitaires qui se prennent volontiers devant des écrans. Comme si on ne souhaitait pas interrompre son activité pour manger. Manger, c'est juste une occupation de la bouche, plaisir supplémentaire, une manière de se donner du carburant. Mais on observe notamment, et chez les gamers et chez les télétravailleurs, qu'on veut éviter une interruption au repas de son activité. Et je sais que vous avez tous déjà mangé devant votre ordinateur à midi, même si on sait que c'est pas génial, c'est quelque chose qu'on fait. Et c'est quelque chose qui se développe beaucoup, notamment avec le télétravail. On a aussi les rendez-vous amoureux qui changent de forme. Les rendez-vous amoureux qui vont aux États-Unis se faire de plus en plus en voiture, cocon rassurant. En France, de plus en plus dans un salon, soirée Netflix and chill. Là, comme on le voit dans la vidéo de droite, où le jeune homme prépare une surprise à sa compagne en lui proposant soit un dîner au resto, soit une soirée Netflix and chill. Elle choisit le Netflix and chill. Et ça s'accompagne de nouvelles pratiques alimentaires, en fait, tout ça. C'est ça qui est intéressant, notamment aujourd'hui. Et le comportement, notamment, qui est tagué Girl Dinner, il va vraiment se caler dans cette histoire d'enfant-moi. Je vais vous l'expliquer. Ça va vraiment relever de cette histoire de convoquer l'enfant qu'on a en soi. Le soir notamment, on va convoquer la fille qui sommeille en soi et en relâchant toutes les normes de bienséance et notamment l'injonction au talent culinaire tourné vers les autres. Et donc dans les soirées de self-care, ces femmes adultes qui vont se retrouver seules à prendre soin d'elles, elles vont se confectionner l'inverse d'un repas familial, c'est-à-dire un plateau solo qui est fondé sur des éléments snacking, desserts, des cornichons, du fromage, du pain, un peu en vrac, les restes de frigo, et c'est super parce que c'est un plaisir d'avoir ce relâchement culinaire notamment. Et c'est également une casualisation des repas qu'on a pu constater donc lors des repas boost, la typologie de repas boost réconfortant, avec on peut le voir ici plus de repas donc qui sont pris devant la télévision, un smartphone ou un livre. Et on peut constater en effet que ce sont une consommation d'aliments plutôt non cuisinés comme du pain et du fromage ou des produits surgelés finalement qui sont consommés à ces types de repas ou finalement des aliments réconfortants comme les féculents, le fameux plat de coquillettes. J'en adore. Et ce qui est intéressant je te reprends la main Marie parce que j'ai oublié de dire ça, mais ce qui est intéressant dans ces nouvelles formes de repas, c'est qu'elles impliquent un changement d'ustensile. Et pas seulement. Alors on voit qu'il y a un changement d'alimentation. Effectivement, on va manger des choses pain, féculent, fromage, facile à manger en petites portions à la main, etc. Mais on va aussi trouver des nouveaux ustensiles. On va oublier les couverts normaux. On va utiliser de nouveaux ustensiles de préhension. Et pour ça, nous, on va vraiment regarder ce que font les gamers, notamment, qui veulent pas salir leur clavier et qui ont inventé et qui s'impriment même en 3D des sortes de baguettes qui sont accrochées à leurs doigts, mais leurs doigts peuvent continuer à taper au clavier ou jouer avec la souris pour attraper des petits éléments. Donc ça, on voit ce qui est important. Des petits éléments qui sont des bouchées, en fait, pas besoin de découper, qu'on met directement dans la bouche. Alors souvent, c'est des snacks de type curly, etc. Mais on peut envisager aussi de la nourriture prédécoupée, des innovations dans ce qui irait dans le sens de pouvoir le manger facilement sans couvert. Et enfin, l'enfant consolé, qui est notre troisième expression de l'enfant-moi, c'est la rencontre entre le désir d'enfant non assouvi et la gentilité d'un adulte. Il va s'exprimer à travers l'achat d'un produit interdit, soit qui faisait rêver ou qui était hors d'atteinte pour des raisons éducatives, culturelles ou budgétaires quand cette personne désormais adulte était enfant. Donc c'est un phénomène de compensation. On a vu des phénomènes de compensation, l'enfant garou, c'est le phénomène de compensation jour-nuit. Là, c'est un phénomène de compensation qui va s'étaler sur pratiquement des dizaines d'années, entre le moment où l'enfant est enfant et il arrive à l'âge adulte. On va dire entre 10 et 25 ans. Donc c'est une compensation, un phénomène sur le temps long. Et c'est une posture qui correspond, par exemple, à la tendance actuelle de réaliser les recettes
qu'on a vu dans les dessins animés, qu'on a vu quand on était enfant. Donc à gauche, c'est le chocolat chaud de Ned Flanders dans Les Simpsons, qui est devenu viral des années après la diffusion, parce que des adultes ont voulu le reproduire en vrai et le manger en vrai. Donc c'est une manière de rentrer dans ces dessins animés d'enfance. C'est de la nostalgie plus, hein. Et la personne qui est sur la photo du milieu a réalisé le ramen de Ponyo. Donc c'est aussi un dessin animé qu'elle a vu beaucoup quand elle était petite. Le ramen représenté en dessin animé la fait rêver. Elle le réalise aujourd'hui. Ou alors, comme la photo de droite, c'est une jeune femme, par exemple, qui a un budget très limité aujourd'hui, qui avait un budget encore plus limité quand elle était enfant, et son plaisir, c'est de s'acheter ce Variety Pack de Kellogg's qui la faisait rêver quand elle était petite et qui était jamais acheté par ses parents au profit de marques distributeurs, etc. Et ça vient correspondre en fait à des choix budgétaires intéressants, même sur les foyers, des foyers très limités ou très contraints en termes budgétaires, qui vont craquer à certains endroits, et c'est notamment aux endroits de l'enfance. Alors pour leurs enfants ou pour leur enfant intérieur, ils vont venir acheter des produits de marque de ce type-là, là où par ailleurs ils vont faire des efforts sur les produits de distribution. Pardon. Alors, je vous raconte tout ça, c'est intéressant, c'est sympa, mais en fait, l'intérêt vraiment, c'est de comprendre comment s'insérer dans des courants culturels et des transformations culturelles à des fins d'innovation. Et en fait, l'enfant moi, et comme t'as pu le voir, on a pu le voir avec l'exploration de Marie sur le boost réconfortant, il y a une ère d'opportunité, il y a des choses qui sont pas encore, il y a des gens qui bricolent des nouvelles solutions, et il n'y a pas encore forcément de produits qui viennent répondre à ces nouvelles attentes, ces nouveaux besoins. Toutefois, nous, on en a noté quelques-unes de ces innovations qui viennent répondre à l'enfant moi. Et l'analyse approfondie de nos culture shapers et de leur expression de l'enfant moi, elles viennent nous permettre d'identifier les items les plus appréciés quand il s'agit de nourrir son enfant intérieur. Donc nous, ce qu'on a relevé, c'est la nostalgie, le mignon, les sensations rassurantes et notamment le moelleux, la texture moelleuse, qui fait l'objet de plein d'explorations de la part des chefs et des pâtissiers notamment, la gourmandise décomplexée et les rituels et les gestuels de consommation qui étaient propres à l'enfance, qu'on essaye de reproduire aujourd'hui. Mais concevoir des produits et des services qui s'adressent à la part d'enfant en soi nécessite aussi de s'adresser à l'adulte simultanément. Et les attentes d'adultes, elles viennent s'exprimer sur le format, parce qu'il faut répondre à une attente de satiété d'un adulte. On n'a bien sûr pas les mêmes quantités de nourriture qu'on ingère vis-à-vis d'un enfant. Les saveurs adultes aussi, en introduisant de l'amertume, du pimenté, de l'épicé ou des saveurs un peu tendance. Les fonctions et les promesses santé. Protéines, low sugar, low fat, et aujourd'hui en émergence l'équilibre hormonal par exemple, qui peut être une promesse santé insérée dans un produit, et une forme de premiumisation. Donc ça, ce qu'on observe, c'est que c'est dans la combinatoire de ces éléments enfants et adultes qu'on va trouver des innovations intéressantes qui viennent répondre à ces besoins de réconfort chez les adultes. Et notamment, on va en décrypter de quelques-unes ici. L'ourson de Lignac, l'ourson guimauve de Lignac, ça combine la nostalgie d'une confiserie mignonne en forme d'animal, avec un cœur moelleux en guimauve. Donc là, ça coche quand même pas mal de cases, tout en étant au chocolat noir, taille XXL et dans un écrin très premium. Donc là, on voit comment il a combiné ces différents items. La grande taille, d'ailleurs, c'est un ressort assez facile à mettre en œuvre. Hein. On l'a vu pour le Happy Meal pour adultes, qui est sorti de manière éphémère au Canada il y a 1 an ou 2, qui fait appel à la gestuelle, au rituel d'enfance du Happy Meal, mais aussi au côté vintage, parce qu'il y avait des jouets à l'intérieur de ce Happy Meal, et c'était les anciennes mascottes de McDonald's, donc qui dataient de l'époque où les adultes d'aujourd'hui étaient enfants. Et bien sûr, un format satisfaisant pour un adulte, parce que le Happy Meal aujourd'hui, il satisfait pas la totalité des adultes en termes de quantité de nourriture. Et enfin, on a les barres protéinées qui sont adressées à la jeune génération qui est fan de musculation. C'est un gros mouvement culturel pour le coup, qui est très attentive à sa consommation de protéines. Elle essaie d'atteindre ses quotas de protéines journaliers. Ça, c'est son besoin principal, tout en étant dans l'ultra gourmandise avec une saveur confiserie et très reconnaissable et des mascottes très enfantines. Là où ça s'adresse vraiment à des jeunes gens qui cherchent à être super musclés et pas forcément, on les verrait pas très enfants, mais en fait, dans leur consommation alimentaire, ils peuvent avoir un côté très, très enfantin. Alors, est-ce que vous avez une vague idée de ce que peut être cet objet ? Je comprends que ce soit un peu perturbant parce qu'il s'agit de bonbons visiblement dans un verre à cocktail. On comprend qu'il s'agit d'un produit à consommer en soirée.
parce qu'il y a une posture de la main façon valet de service. C'est une mise en scène très premium qui, moi, m'évoque, moi, quarantenaire, ça m'évoque les pubs Ferrero Rocher des années 80, avec les soirées de l'ambassadeur. Donc, on est vraiment dans cet univers-là. Et ça ressemble quoi à des pâtes de fruits, des gummies, des bonbons gélifiés, ce genre de choses. Alors, en fait, il s'agit de bonbons de soirée. Et là, on est vraiment dans une innovation de rupture. Très premium, artisanaux, aux parfums très, très sophistiqués, poire gingembre, prune cardamome, pamplemousse sureau. C'est une marque californienne artisanale qui s'appelle Molly J qui propose ça depuis quelques années. Et ces bonbons gélifiés aux parfums sophistiqués, ils sont aussi au CBD, au magnésium et aux nootropiques, les fameux adaptogènes dont on entend parler dans certains cercles de biohacking, etc. Ils portent une promesse de relaxation et d'euphorie. Ils sont sans sucre et sans alcool. Et ils viennent renouveler ces gestuels de soirée, mais complètement, en fait, ils viennent les révolutionner même, des gestuels de convivialité qui passent du verre au picorage de gummies. Parce que on pense à des soirées qui sont de plus en plus sobres d'alcool, notamment dans des milieux qui sont très attentifs à la productivité, comme la Silicon Valley. C'est pas pour rien que Molly J est installé en Californie. Donc on a une tension très étonnante entre une food form enfantine, qui vient répondre à des besoins d'adultes responsables en quête d'euphorie sans la gueule de bois, et une sophistication de la composition, du mix de saveurs qui renvoie à l'univers premium de la mixologie. Et pour finir, la Molly J, cette année, propose un calendrier de l'Avent. Donc là, on est vraiment dans le retour à la gestuelle d'enfance pour la modique somme de 75 €. Donc on arrive à faire la combinatoire entre enfants et adultes avec fort pouvoir d'achat. Et je trouvais ça intéressant de vous le présenter dans le contexte de ce webinaire. Donc on a parlé avec Marie de tension. En apparence irréconciliable, parce que comme chez BVA, comme chez Uptowns, on est assez persuadé que l'innovation, elle vient se situer au niveau des tensions qui ont l'air irréconciliables. En fait, on voit que c'est possible de les réconcilier de manière intelligente en comprenant vraiment quels sont les items qui sont nécessaires à cette conciliation. Et on se demandait si vous, en nous écoutant, vous aviez pu réfléchir à des tensions qui sont en apparence irréconciliables dans vos catégories, dans vos industries, et qui pourraient donner lieu à des vraies innovations de rupture. Ouais. Pour faire un petit résumé, merci Dorothée pour ces éléments. Donc pour résumer, notre cadre d'analyse est donc basé sur les 6 facettes donc de l'individu pluriel qui ont été transcrits en registre de besoins pour les choix alimentaires, et ça nous a donc permis d'identifier donc des aires d'opportunité grâce à la segmentation des repas qu'on a ensuite pu explorer. On a ensuite pu explorer donc ces besoins via de l'ethnographie digitale, donc là dans ce use case de ce jour qui permet d'apporter voilà une dimension vraiment d'exploration assez intéressante, et on peut le faire sinon via de l'ethnographie plus classique à domicile. Voilà, la combinaison donc de ces 2 approches nous permet donc de nourrir votre réflexion et donc de vous accompagner dans la transcription d'insights finalement en plateforme d'innovation. Je propose qu'on passe au temps de questions-réponses. Alors, je crois que la première question de Astrid, c'était sur l'international. Donc, oui, évidemment, Quanti, on peut, sur le volet Quanti, on peut faire ce type d'études dans d'autres pays que la France, évidemment, à l'international, grâce à nos études sur Panel. Et Dorothée, je ne sais pas si tu veux compléter, mais tu as déjà donné des exemples. Comme j'avais vu la question pendant que tu parlais, je me suis permis d'y répondre. Pour l'ethnographie digitale, c'est évident qu'en Quanti, bien sûr, vous pouvez également. Et nous aussi, c'est tout l'intérêt de l'ethnographie digitale, c'est d'avoir des approches soit comparatives, soit complémentaires de pays à pays. Je travaille actuellement sur une approche qui compare la pénétration d'un nouveau produit, d'une nouvelle pratique aux États-Unis, en Allemagne et au UK, qui sont les 3 marchés principaux qui concernent mon client, par exemple. Donc oui, c'est tout à fait possible. J'ai une question de Cécile Manzi qu'on nous pose très régulièrement. Comment identifier que les innos de rupture vont arriver à sortir de la niche ? Alors nous, notre méthode en ethnographie digitale pour faire ça, c'est de justement comprendre et agglomérer les signaux convergents. Quand on voit que beaucoup de signaux convergent vers le même type de pratique, ou en tout cas le même type de driver, c'est-à-dire notamment le réconfort. On vient voir en fait si ces signaux sortent
des simples communautés de niche qu'on observe beaucoup, pour voir si ces signaux sont susceptibles de toucher le grand public. On voit déjà si d'autres personnes que nos culture shapers en parlent. Et on a aussi des méthodologies de search intelligence pour mesurer si la curiosité qui est liée à un ingrédient, une pratique, un objet, notamment le air fryer par exemple, qui explose. On peut même avoir accès à des données shopping. Et donc là, on a l'arc complet entre la détection de nouvelles tendances de pointe, la curiosité qu'elles suscitent vis-à-vis de populations plus générales, jusqu'à mesurer les gestes d'achat qui correspondent à ce nouveau comportement de rupture, etc. Et d'ailleurs, on a pu en effet identifier quelques comportements dans l'étude quanti pour les quantifier. Donc, c'est ça. Et ce qui est super intéressant, c'est justement l'hybridation, ou en tout cas de coller nos deux méthodologies, ethnographie digitale qui est assez qualitative, où on peut quantifier des choses, mais relativement à d'autres, à des poids en vidéo, donc ça c'est pas forcément relatif à des marchés, hein, ça c'est sûr, on a conscience de ce biais. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir venir aussi adjoindre du quanti très robuste de chez BVA pour venir quantifier certaines pratiques, l'intérêt pour certaines pratiques. Donc on peut faire le lien entre culture de pointe, transformation culturelle vraiment à la pointe dans une perspective très prospective, et venir mesurer les potentiels marchés en fait pratiquement grâce aux méthodos BVA. Donc BVA et nous sommes capables de détecter, et BVA quantifie vachement mieux que nous, et nous on va vraiment dans la granularité, donc on est vraiment dans une complémentarité. Et pour répondre à la deuxième question de Cécile Manzi, l'ethno digital n'est pas représentative, bien sûr. Une tendance, on a bien conscience on a aucune volonté d'être représentatif, mais on va observer les nouveaux comportements, et on va accompagner nos clients sur le pari qu'ils vont faire en termes d'innovation, parce que c'est sur ça qu'on travaille généralement en alimentation, en comprenant si ces nouveautés ou ces nouveaux comportements s'inscrivent dans un courant culturel puissant. Et on va aussi déterminer s'il y a des contre-signaux à ces courants culturels. Notamment, on a beaucoup travaillé sur le plant-based, on a beaucoup alerté sur nos clients sur le fait qu'il y avait des tensions idéologiques autour de l'alimentation carnée aussi, qui allaient poser un vrai problème d'adoption culturelle du plant-based, et que ça allait pas se faire de manière immédiate, même si la rationalité aurait voulu qu'on aille plus vers le plant-based. Donc, bien sûr, on a des outils en fait pour venir mesurer ces tendances, et surtout avoir beaucoup de précautions sur le côté représentatif. Et le côté global, on est vraiment. Alors, j'ai plein de choses à dire là-dessus, mais faut faire attention aussi. C'est-à-dire que nous, on parle de bassin culturel plus que de territoire, et on va travailler plutôt sur un bassin culturel qui est plutôt occidental, parce qu'on le connaît mieux, et parce qu'on le perçoit mieux, on l'analyse mieux. Même s'il y a une énorme influence des pratiques asiatiques vers l'Occident, mais elles sont toujours remaniées, reconfigurées par la Californie. Donc c'est pour ça qu'on a un œil très très acéré sur la Californie pour voir comment ça se passe. On avait une question aussi sur les formes de repas observées, quelle est la part de repas en solo, ouais. Quel que soit le moment de consommation. Donc c'est 28%, donc au total des repas qui sont pris seuls. Et on pouvait voir aussi que c'était plus fort le midi et la semaine. Alors, je crois qu'il y a eu encore aussi une autre question. Ouais, la représentation femmes-hommes de l'enfant-moi. Alors, nous, on a un biais sur les réseaux sociaux, c'est que les femmes s'y expriment beaucoup plus que les hommes. Et notamment en termes d'alimentation. Donc, on a vu, nous, on a observé beaucoup plus de valorisation, en tout cas d'accès à la vulnérabilité, ou en tout cas d'autodérision sur le côté enfantin chez les femmes que chez les hommes, mais en termes de comportement alimentaire. Quand il s'agit de manger sur le canapé, de manger des repas déstructurés, etc. Les hommes le pratiquent aussi, mais vont moins le valoriser. Donc là aussi, on est très attentif à faire attention à nos analyses, parce qu'il y a un biais de self-representation sur les réseaux sociaux, où les femmes et les hommes vont pas jouer le jeu de manière équivalente, clairement. Nous, du coup, en quanti, on voyait que le repas de type boost réconfortant était à peu près aussi représenté chez les hommes et chez les femmes. On avait 48% d'hommes et 47% de femmes. Et donc, le boost réconfortant, finalement, c'était
la typologie de repas qui se rapprochait le plus voilà, de l'enfant moi. Donc voilà. En tout cas, on vous remercie vraiment pour votre attention. On espère avec Dorothée que vous avez appris des choses et découvert des choses aujourd'hui pendant cette heure. Et bien sûr, alors on l'a pas dit, mais en fait, cet exercice, on l'a fait sur l'alimentation. On peut aussi, bien sûr, l'appliquer à tout autre secteur. En fait, Oui, le cadre d'analyse de BVA est pas du tout alimentation only, et notre cadre d'analyse démographie digitale, même si on se régale à faire du food parce que il y a énormément de choses en ligne, on travaille aussi sur d'autres types de sujets. Sur ce, maintenant qu'on vous a mis en appétit, peut-être que... Ouais, il est temps d'aller manger. Déjà, il est tôt en plus. Bon appétit à tous et bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.